Le conflit avec l'Iran soulève aujourd'hui une question centrale. Jusqu'où peut aller l'escalade? Entre frappes militaires, tensions au sein de l'OTAN, menaces commerciales de Donald Trump contre ses propres alliés européens, les lignes géopolitiques bougent à grande vitesse. Derrière la dimension militaire, il y a aussi une onde de choc économique mondiale. Pétrole en hausse, approvisionnement énergétique fragilisé, industrie européenne sous pression. Alors sommes-nous face à une crise ponctuelle ou au début d'un désordre durable? Dans cet épisode du Regard décalé, l'économiste Éric Dor décrypte les enjeux juridiques, géopolitiques et économiques d'un conflit dont les conséquences pourraient bien dépasser largement l'Iran. Soyez les bienvenus. Bonjour Éric Dor, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce podcast Le Regard décalé. Bonjour. Je pense que c'est utile de faire un petit point sur l'actualité qu'on peut lire ces derniers jours et qui est assez intense, c'est cette guerre en Iran. Cette question évidemment que je pense tout le monde se pose, jusqu'où peut aller cette guerre? Jusqu'où peut-elle s'étendre? On a de l'actualité un peu de tous les côtés. En l'occurrence, hier, on apprenait que l'OTAN avait intercepté un missile qui visait la Turquie. Bon, chacun amène un peu: «Bah non, c'était pas vraiment la Turquie qui était visée». Il y a beaucoup de bruit là autour. Maintenant, à partir du moment où l'OTAN intervient, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans une escalade très dangereuse? Je crois que ça n'augmente pas en soi le danger de la situation. On est dans une situation où d'abord, les buts de la guerre sont assez flous, hein. C'est même des reproches qu'on entend au Congrès américain. Selon les personnes qui s'expriment, Monsieur Trump ou son entourage, on nous dit que c'est pour absolument éviter que l'Iran acquiert l'arme nucléaire, finalement, et peu importe son régime. Puis parfois, on entend que l'idée est carrément de remplacer, enfin de susciter les conditions pour un remplacement du régime. Donc, on ne sait pas trop quels sont les buts exacts. Or, c'est important parce que ça conditionne la durée du conflit. Cela peut aller relativement vite si les États-Unis se contentent de la destruction de tout ce qui peut constituer une véritable menace, disons, pour le monde occidental et Israël. C'est-à-dire, bien sûr, les armes nucléaires, si elles sont réellement en préparation, et les installations de missiles balistiques. Bah, ici, la dernière sortie de Donald Trump, en tout cas, c'est: si on n'était pas intervenu, l'Iran aurait eu l'arme nucléaire. Exactement. En réalité, on doit le croire sur parole parce que on n'a pas de preuve de cela. Ce n'est pas confirmé par les services secrets des autres puissances occidentales. On a un mauvais souvenir qui est celui d'Irak, hein, où à l'époque, on nous avait dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak qui menaçaient l'Occident, puis il s'est avéré que ça n'était pas vrai. Donc on ne sait pas, mais c'est possible. Bon, il ne faut pas pour autant, dire qu'il n'y avait pas de menace. La réalité, c'est qu'on ne le saura sans doute que bien plus tard. Mais donc si les objectifs, c'est seulement de supprimer cette menace et qu'on peut quand même s'accommoder du maintien du régime avec tous ses excès, bien sûr, en matière de droits de l'homme, pourvu que ce régime n'est plus une menace pour l'Occident, ça peut aller relativement vite. En tout cas, si les Américains ont raison de prétendre qu'actuellement, ils ont déjà la maîtrise de l'espace aérien. Pourquoi aller détruire, faire couler une frégate dans l'océan Indien? Frégate iranienne donc, qui a été, coulée par un sous-marin américain. Dans quel but alors? Ça m'a surpris. 2 explications. 1re raison, ce serait d'essayer d'effrayer l'armée iranienne pour l'inciter à, finalement, lâcher le régime, hein, ce que demande l'administration Trump, hein, depuis le début du conflit. La 2e explication, ce serait que cette frégate était allée se mettre à l'abri, le croyait-elle, dans les eaux internationales, et qu'elle aurait pu revenir et constituer une menace pour les bateaux américains et alliés, et que donc il fallait de toute manière la détruire. Ce conflit, bah, il a quand même des tentacules, si je puis dire, puisque, entre autres, bah, l'Espagne, refuse l'accès à des bases militaires aux États-Unis, ce qui évidemment ne plaît pas à Donald Trump, qui arrive donc dans la menace qui cette fois-ci est commerciale. L'Europe, par Ursula von der Leyen, a déjà réagi en disant qu'ils feront bloc autour de l'Espagne. Donc ce conflit finalement, en Iran est vraiment en train d'avoir des répercussions jusqu'en Europe déjà. De toute façon, dès que ça touche le Moyen-Orient, on est toujours touché, ne fût-ce que par l'approvisionnement en énergie, et cetera, on en parlera certainement. Mais le premier problème qui est à la source de ces différences de perception entre les alliés de l'OTAN, c'est le fait que l'initiative
de M. Trump s'est faite sans se concerter avec ses alliés. Le président Macron l'a dit lui-même, dès le départ, nous n'avons pas été consultés ni avertis. Et par ailleurs, ça n'a pas respecté le droit international en matière de conflit. L'ONU n'a pas été impliquée dès le départ comme ça aurait dû être le cas. Les alliés de l'OTAN n'ont pas été impliqués dans la prise de décision. Donc, il est assez logique que la plupart des alliés constatent, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité, que la légalité de cette initiative de conflit est douteuse et incertaine, et que donc certains alliés comme l'Espagne refusent d'impliquer leur armée dans un conflit qui a débuté sur des bases juridiques qui sont incertaines. Vous avez ça aussi avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui ne lâche pas totalement non plus les États-Unis. Il permet par exemple que la base de Chypre, qui est sous souveraineté britannique, soit utilisée. Il est prêt à certaines interventions, mais de manière limitée aussi, ce qui déplaît aussi à M. Trump. Mais la source du problème, c'est le fait de ne pas avoir consulté les alliés au départ et de ne pas avoir fait au moins semblant qu'il y ait une certaine base juridique à cela. Même aux États-Unis, d'ailleurs, en droit américain, la base juridique est contestée par d'aucuns. Vous avez vu qu'il y a eu hier un vote au Sénat américain qui a été gagné par M. Trump, mais de justesse, certains sénateurs voulant un peu brider sa capacité de prendre des initiatives de conflit sans avoir d'abord l'aval du Congrès. Il y a bien une loi qui permet certaines mesures militaires par le président dans l'urgence, donc sans avoir le temps de demander l'aval du Congrès. Mais ce que contestent ces sénateurs, c'est qu'il faut encore que ce soit prouvé qu'il y avait une telle urgence. Or, de nouveau, l'administration Trump n'est pas arrivée avec un smoking gun, comme on dit, avec une preuve absolue qu'il y avait une menace imminente liée à l'armement iranien. Donc, à mon avis, c'est cette base juridique douteuse qui explique les tensions entre les alliés. Et donc, c'est un peu surprenant que M. Trump reproche à ses alliés une situation qu'il a créée lui-même. Oui, et après, on sait aussi que c'est dangereux de s'opposer à Donald Trump et que les sanctions peuvent tomber. Donc là, on le voit avec l'Espagne qui est déjà menacée finalement de sanctions commerciales. Parlons justement. Mais de nouveau, oui, on peut parler de la légalité de nouveau de ces sanctions aussi et de leur sens. Parce que, ce n'est pas la première fois que M. Trump essaye de brandir l'arme commerciale comme instrument de coercition. Ce qui est très choquant, c'est qu'il le fait avec les gens qui sont censés ou étaient censés être ses alliés, les alliés de l'OTAN. On se rappelle, il avait déjà menacé de mettre des droits de douane exorbitants sur les importations provenant du Danemark pour forcer le Danemark à céder Groenland aux États-Unis. Donc, c'était une coercition vraiment quand même assez extrême. Ici, c'est la même chose. Pour vous punir de ne pas permettre à l'armée américaine de partir en opération depuis des bases en Andalousie, nous allons suspendre tout commerce avec vous. Quelle est la base légale de ça? D'après l'administration Trump, la fameuse loi de 1977 sur des mesures économiques en cas d'urgence internationale, qui avait été utilisée pour les droits de douane réciproques. Et puis la Cour suprême nous a dit tout récemment, mais non, vous ne pouviez pas utiliser cet instrument juridique pour justifier des droits de douane. C'est l'instrument qu'on utilise en général pour mettre des pays ou des groupes terroristes ou des personnes liées à un État menaçant sous sanction. Effectivement, là, un embargo commercial, des gels d'avoirs. C'est ce qu'on a fait par exemple avec la Russie, ainsi que des oligarques proches du Kremlin suite à l'invasion de l'Ukraine. Mais on ne peut pas augmenter les droits de douane. Alors, l'administration Trump dit on n'est pas d'accord, mais on en prend acte. On remplace par autre chose. Les 10%, maintenant, paraît-il, vont passer à 15% d'ici la fin de la semaine, dit un ministre de Trump. Mais l'administration Trump dit aussi mais cette loi de 1977, elle peut être utilisée pour justement mettre un embargo commercial sur un pays comme, par exemple, ici l'Espagne. Oui, mais encore faut-il prouver qu'il y a réellement une menace internationale des États-Unis par l'Espagne. Alors, il ne faut pas exagérer. C'est peut-être un petit peu gênant qu'on ne puisse pas utiliser deux bases en Andalousie parmi d'États sur le pourtour méditerranéen, mais de là à dire que l'Espagne constitue maintenant une menace pour les États-Unis,
Qui va croire ça? Personne, évidemment, hein. Et je pense même que si l'affaire venait un jour voir la Cour suprême des États-Unis, elle serait retoquée aussi. Alors, il y a bien encore une autre loi plus ancienne qui, là, est carrément, l'intitulé, c'est « commercer avec l'ennemi ». Donc, ça permet effectivement de suspendre le commerce international avec un pays, mais un pays belligérant avec lequel on est en guerre, quoi. Il ne semble pas, à moins qu'on ait raté quelque chose, que les États-Unis soient pour le moment en conflit armé avec l'Espagne, qui est un allié dans l'OTAN. Bah, il semble que, voilà, Donald Trump ait une interprétation de loi et de droit international qui est pas du tout. Ceci dit, on sait qu'il s'assied sur le droit, hein, ou qu'il se dit toujours, comme il l'a fait pour les droits de douane réciproques, le temps qu'il y ait des recours, ça me donne de toute façon plusieurs mois, voire un an, pour faire de toute façon ce que je veux. Ça pose des problèmes à l'Europe parce que c'est vraiment une mise en cause de l'intégrité de l'Union européenne en tant que zone de libre-échange et union douanière. Vous savez que normalement, tous les pays de l'Union européenne appliquent les mêmes règles commerciales, droits de douane, etc., quotas, vis-à-vis d'un même pays tiers. Donc, par exemple, tout le monde en Europe, les 27 pays traitent la Chine de la même manière, les États-Unis de la même manière. Et donc, évidemment, en réciprocité, ces pays tiers traitent chaque fois les 27 pays de l'Union de la même manière. Donc ici, comme il l'avait menacé pour le Groenland, là c'était des droits de douane, ici ce serait carrément des restrictions quantitatives totales ou partielles au commerce, il veut traiter un pays parmi les 27 différemment des autres, ce qui met à mal en fait l'intégrité du marché unique. Et en plus, la tentation à supposer que ce soit mis en place. La tentation sera grande pour les exportateurs espagnols d'expédier d'abord leurs biens vers un des 26 autres pays de l'Union européenne, d'où ces biens seront alors exportés vers les États-Unis. Pour éviter ce contournement, les Américains doivent mettre en place un contrôle tatillon et extrêmement coûteux de l'origine des biens provenant de chacun des 26 autres pays pour vérifier qu'il n'y a pas des morceaux qui viennent d'Espagne. Vous imaginez le truc? Après, rien n'arrête Donald Trump, hein, donc a priori. De toute façon, ce serait extrêmement gênant, coûteux, ce serait encore une restriction en plus au commerce international qui serait mise depuis qu'il est arrivé. Donc, la seule bonne solution pour l'Europe, c'est vraiment de se montrer solidaire, de ne pas l'accepter et d'être prête à prendre des mesures de rétorsion. Voilà, je pense d'ailleurs que, à mon sens, nous ne sommes pas assez volontaires vis-à-vis de ces agressions continues de l'administration Trump, parce que déjà quand il avait mis les droits de douane réciproques, nous faisons partie des pays ou zones de pays qui ont, alors effrayés par cela, accepté un deal, un accord extrêmement inégal. Le Royaume-Uni l'avait fait, puis l'Union européenne l'avait fait, hein. 15% de droits de douane sur nos biens, mais 0% sur les biens industriels américains. Des engagements à acheter plein de gaz naturel liquéfié, des engagements à réduire un peu nos normes, etc., etc. Les Britanniques, c'était la même chose. Le Japon l'a fait aussi. En novembre, finalement, les Suisses l'ont fait aussi pour échapper à leurs 39% de droits de douane réciproques. Ils sont passés à 15 comme nous. Mais finalement, ces droits de douane réciproques sont illégaux, comme l'a dit la Cour suprême des États-Unis. On passe à autre chose, mais seulement pour 250 jours. Donc, ça montre que finalement, on a eu tort de signer ces accords inégaux, dont on ne sait même pas maintenant, d'ailleurs, si l'administration Trump compte encore les appliquer. Ils ne nous l'ont toujours pas dit. Je pense que c'est une erreur parce qu'en cédant, on encourage toujours l'administration Trump à aller plus loin. Et surtout se rendre compte que l'administration Trump est loin finalement de représenter l'ensemble des Américains et de leurs entreprises et de leurs intérêts économiques. Ce qu'il fait là-bas est très contesté. Donc, résister maintenant, ça n'implique pas nécessairement de se brouiller avec les États-Unis très globalement et sur la longueur de temps. Il faut se rendre compte, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, hein. Ce ne serait pas une infidélité à notre alliance très longue avec les États-Unis et le partage de valeurs communes, etc., et d'intérêts communs. C'est simplement qu'il y a actuellement une équipe à la Maison-Blanche qui fait des choses qui, de l'avis même des Américains souvent, voire même de leur Cour suprême, sont bizarres. Donc je pense que nous avons vraiment intérêt à résister. On a un instrument de lutte contre la coercition, hein, légale, depuis quelques années. On pourrait l'activer, on n'a toujours pas fait. Des lobbies industriels, économiques, et on peut les comprendre, demandent toujours d'essayer de ménager l'administration présidentielle américaine. Mais je pense que ce sont des calculs à court terme et qu'on est tous perdants en entrant dans ce jeu de la capitulation. C'est pas facile à accepter, c'est pas facile pour l'opinion publique non plus, parce qu'évidemment, résister, ça veut dire s'exposer à les mesures de rétorsion de M. Trump, ça veut dire sans doute des augmentations de prix chez nous, mais on n'a pas le choix.
On ne peut pas sacrifier le long terme à quelques avantages de court terme. Revenons-en à la guerre en Iran, on l'a évoqué, hein, il y a effectivement cette question: jusqu'où peut-elle s'étendre? L'autre question que tous les ménages se posent, c'est quel impact économique peut avoir, cette guerre, outre évidemment le coût de la guerre en elle-même. Il y a 2 points qui sont quand même soulevés, c'est, le prix du pétrole, hein, évidemment on s'interroge puisque tout le Moyen-Orient aujourd'hui, est touché. On a quand même des pétromonarchies, qui sont touchées à ce niveau-là et puis ces pétromonarchies qui sont aussi essentiellement tournés vers le tourisme et qui se retrouvent aujourd'hui, avec des touristes qui fuient et qui ne retournent pas. Donc à ce niveau-là, quel impact pourrait avoir en profondeur finalement cette guerre en Iran? De toute manière, il ne faut pas se voiler la face, il va y avoir un effet négatif sur l'économie, presque partout dans le monde, et donc effectivement en Europe et en Belgique. C'est inévitable, hein. On connaît, d'abord, il y a l'énergie. Une partie importante du pétrole et du gaz naturel liquéfié vient de pays qui l'expédient à partir du Golfe Persique. Et donc, il faut que les bateaux quittent le Golfe Persique par le détroit d'Ormuz, rejoignent le Golfe d'Oman, et puis font tout le tour de la péninsule pour remonter vers le canal de Suez, traverser la Méditerranée, et puis après aller vers Gibraltar, et puis seulement arriver dans les ports européens comme Anvers, Rotterdam, Hambourg, etc. C'est pas évident pour le moment, pour les raisons qu'on connaît. Donc, cet approvisionnement-là en pétrole et en gaz naturel liquéfié, il est compromis. Qu'est-ce que ça représente? C'est à peu près 20% pour le pétrole, par exemple. C'est à peu près 20% de l'approvisionnement mondial. Alors, heureusement, c'est un peu tempéré par le fait que 2 des pays concernés ont une solution de rechange pour expédier leur pétrole. Ils ont des pipelines. C'est l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Mais attention, c'est une solution partielle. Ça n'a pas la capacité de tout remplacer. Quand on tient compte de ça, on se dit qu'on perd quand même 10% de l'approvisionnement mondial. Mais 10%, c'est énorme en fait. Ça suffit à faire s'envoler les prix. C'est pour ça qu'on assiste actuellement à une forte augmentation du prix des hydrocarbures. Pour le pétrole, bon, il est à peu près le prix du pétrole européen Brent. Il est à peu près à $80 le baril maintenant. Il partait d'un peu en dessous de 60. On a grosso modo, en fait, depuis le plus bas du début de l'année, on a pris 35%. Le gaz, lui, il a augmenté de plus de la moitié, le gaz européen. Enfin, le gaz sur le marché néerlandais, qui est le marché de référence pour le gaz en Europe. Donc, inévitablement, avec un certain délai, ça va avoir un impact sur le consommateur, sur le prix de l'essence à la pompe, sur le gaz de chauffage. Mais c'est pas le pire, ça. C'est un peu gênant pour les ménages, évidemment. Mais le pire, c'est que ça va détériorer encore plus la compétitivité de l'industrie européenne. Vous savez que depuis qu'on a perdu le gaz du bon marché, nous nous retrouvons maintenant en Europe pour l'industrie européenne avec des coûts d'énergie qui sont 2 à 3 fois ceux de la Chine ou des États-Unis. Résultat, les usines s'en vont. Dans tous nos pays européens, nous constatons ça, avec des conséquences désastreuses sur l'emploi, sur la sécurité d'approvisionnement, etc. Donc ça, c'est l'effet encore bien plus grave. C'est que ça risque d'achever l'industrie européenne, hein, sans compter qu'elle subit les coups de boutoir de la politique protectionniste américaine avec les droits de douane, les coups de boutoir de la politique protectionniste de la Chine, hein, qui subventionne extrêmement fort toute une série de produits industriels. Donc, pour l'industrie européenne, c'est une catastrophe qui s'ajoute aux précédentes. Voilà, ça c'est extrêmement ennuyeux. Combien de temps ça va durer? Évidemment, tout dépend de la durée du conflit. Et là, personne ne peut le dire actuellement. Surtout que même si on réussit à détruire les grosses capacités militaires iraniennes qui peuvent nous menacer, on va se retrouver avec une situation vraisemblablement extrêmement chaotique. Comme, regardons l'état dans lequel se trouve l'Irak, ou la Syrie, ou la Libye. Et donc, on va se retrouver avec une situation dans cette partie du monde extrêmement chaotique, avec des tas de groupes armés se faisant la guerre, et pouvant aussi menacer les intérêts économiques occidentaux. Regardons ce que font les Houthis aussi, par exemple, maintenant, hein, la menace sur la navigation dans la région. Ça va aussi, sans doute, c'est le plus accra, alimenter le terrorisme un peu partout dans le monde occidental, malheureusement. Nous allons devoir vivre avec ça, et que c'est clairement un effet d'appauvrissement
Espérons qu'il soit relativement court, mais il faut être réaliste. Et l'autre point, effectivement, c'est cette question de ces Émirats arabes qui ont une puissance et une richesse due, entre autres, à leur tourisme et qui risquent de perdre en puissance puisque le tourisme va nécessairement être impacté. Si la situation reste chaotique dans cette région, il y a quand même des raisons de le penser, ils vont être beaucoup moins attractifs. Parce que ça montre aussi qu'il est assez illusoire pour eux d'être un îlot de sécurité et de prospérité dans une région totalement chaotique. Ça va pas être facile. L'illusion de la prospérité. En tout cas, merci beaucoup, Éric Dor, pour cette analyse, ce décryptage de ce conflit qui a quand même pas mal d'implications. Et j'espère pouvoir vous accueillir prochainement dans ce regard décalé. Quand vous voulez. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, bonne journée. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt.